merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu en début de semaine une importante délégation marocaine. Il était notamment question de l'informer sur l'état d'avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Les détails dès le début de ce journal. La Roumanie appelle à la nécessité de consolider la coopération économique avec le Royaume. Elle exprime également son soutien au partenariat Maroc-Union européenne. Les détails dans ce journal. Ils envahissent notre quotidien, nous facilitent la vie, mais en faire piètre usage et y devenir accro peut s'avérer dangereux. Je vous parle des objets connectés, un reportage à suivre dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu en début de semaine une délégation marocaine conduite par le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, et le président du directoire de Marchikamed, Saïd Zarou. Au cours de cette audience, la partie marocaine a briefé le président ivoirien et les membres de son gouvernement sur l'état d'avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Les deux parties ont également évoqué plusieurs autres chantiers inscrits dans le cadre de la coopération entre Rabat et Abidjan. Les précisions avec Mohamed El-Shkar. Entretien à la présidence de la République, suivi d'une visite sur le terrain, les travaux de dépollution et d'aménagement de la baie de Cocody avancent déjà à une cadence soutenue, grâce à l'expertise et au savoir-faire de l'agence marocaine Marchikamed. À la présidence de la République ivoirienne, la délégation marocaine a expliqué les étapes franchies depuis la signature de la convention relative au projet devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Nous sommes une délégation porteuse d'un message de Sa Majesté le roi, dans lequel Sa Majesté a réitéré, bien entendu, les relations fraternelles qui lient le Maroc à la Côte d'Ivoire, les relations privilégiées qu'entretient Sa Majesté le Roi avec son Excellence Monsieur le Président. Nous avons passé en revue un certain nombre d'éléments dans lesquels, bien sûr, l'équipe qui travaille, l'équipe marocaine avec l'équipe ivoirienne, ont donné des informations, des détails quant à ce projet très important, ce projet structurant, que nous tenons tous à ce qu'il soit, bien sûr, réalisé dans les délais impartis qui ont été fixés par Sa Majesté le Roi et le Président de la République. Le projet de sauvegarde de la baie de Cocody sera bientôt suivi d'autres chantiers d'envergure, notamment la mise en place d'un port de plaisance et d'un autre de pêche dans la ville de Bassam, à 35 km d'Abidjan, ville classée patrimoine de l'UNESCO. La Roumanie est contre toute ingérence qui peut nuire au Maroc. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à Rabat Teodor Melescanu, le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, en réaction à la décision du Royaume de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Pour le chef de la diplomatie roumaine, je cite, la stabilité du Maroc est cruciale pour la sécurité de la région et dans le monde. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais dire une chose qui est peut-être la plus importante pour nous, pour la Roumanie, pour les autorités roumaines. La stabilité du Maroc est vraiment un point crucial pour tout ce qui est de la sécurité dans la région et dans le monde. Nous sommes contre toute ingérence des États ou des organismes qui peuvent toucher ou qui peuvent nuire à la stabilité du Maroc. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur notre appui sur le plan bilatéral, mais aussi dans des instances internationales. Le chef de la diplomatie roumaine, qui effectue donc une visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation, a également indiqué que Rabat peut compter sur le soutien de Bucarest sur le plan bilatéral, mais également dans les instances internationales. Il a par ailleurs appelé à la nécessité d'établir des ponts de communication et de coopération entre les hommes d'affaires et les chambres professionnelles des deux pays. Objectif insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques bilatérales. Iman Ablou.
Rabat et Bucarest, une coopération de plus d'un demi-siècle appelée aujourd'hui à se renforcer et surtout à se diversifier. Une volonté communément exprimée à l'occasion de cette visite de travail du ministre roumain des Affaires étrangères. Théodore Melascanu salue ici le rôle pionnier du Maroc dans le continent, mais aussi avec ses partenaires de l'Union européenne. Le Maroc est le plus important partenaire commercial de la Roumanie pour tout ce qui représente l'Afrique et le Moyen-Orient, dans la région et dans le monde. Nous sommes contre toute ingérence des États ou des organismes qui peuvent toucher ou qui peuvent nuire à la stabilité du Maroc. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur notre appui. Un soutien donc constant et réaffirmé envers un partenaire incontournable pour l'Union européenne avec qui le Royaume entretient des relations tout azimut. Nos discussions ont été l'occasion d'arrêter un certain nombre de décisions. La première, c'est la tenue très prochainement de la commission mixte. Deuxièmement, c'était l'occasion pour moi pour réitérer le soutien fort du Maroc à la candidature de la Roumanie au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021. Et par ce mémorandum d'entente, le Maroc et la Roumanie s'oublient par une coopération en matière d'échange et de formation entre l'Académie marocaine des études diplomatiques et l'Institut diplomatique romain. Le Maroc apporte beaucoup à ses pays frères du continent africain, que ce soit sur les plans politiques, économiques ou encore diplomatiques. D'ailleurs, pendant ces 2 dernières semaines, l'Académie marocaine des études diplomatiques relevant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé une formation au profit de 13 diplomates africains représentant 4 pays de la CEDEAO. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une formation ponctuée par des exercices pratiques sur le protocole et sa mise en œuvre dans les rencontres d'affaires internationales. La cérémonie de remise de certificats aux lauréats a eu lieu ce vendredi. Chez Abzeliou et Mounia Marouche pour le commentaire. Rehausser les compétences de 13 diplomates africains de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et surtout renforcer leurs connaissances en matière de protocole cérémonial sont au cœur de cette formation organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On a eu des éminents professeurs, des éminents ambassadeurs qui nous ont donné des cours sur le cérémonial et les visites officielles. C'est une occasion pour nous de venir partager avec le Maroc son savoir-faire, son expertise en matière d'organisation des grands événements. Une formation sur 2 semaines pour ces diplomates, dont des Nigériens qui s'apprêtent à organiser en 2019 le sommet de l'Union africaine à Niamey. Nos impressions sont très bonnes. Nous pensons que ça a été un moment de partage et que nous sommes enrichis de l'expérience marocaine, que cette formation va nous servir dans le cadre de notre métier. La formation est sanctionnée par des diplômes et des certificats remis à l'ensemble des participants. Sans transition, sachez qu'un individu présentant des signes de troubles mentaux avancés a été arrêté ce vendredi après être monté dans le minbar de la mosquée Hassan en brandissant 2 armes blanches. L'information est donnée dans un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le document indique que le suspect, âgé de 29 ans, a été interpellé après avoir accédé au minbar de la mosquée Hassan avant que l'imam ne commence son prêche de vendredi. Il a ensuite brandi 2 armes blanches en prononçant des mots incompréhensibles. Le prévenu est soumis actuellement à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire. On ouvre à présent la page monde de ce journal et le président palestinien Mahmoud Abbas a été réélu à Ramallah à la tête du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Réélection à l'issue d'une session de 4 jours. Mahmoud Abbas a été reconduit dans ses fonctions alors que 9 nouveaux membres ont été élus pour leur part pour siéger dans ce comité qui compte 15 membres.
Les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sont à présent à Douma, en Syrie. Ils doivent enquêter sur la récente attaque chimique présumée du régime syrien. L'organisation a pour mission d'établir les faits et la nature de l'agent chimique utilisé. Elle applique des méthodes scientifiques d'une grande technicité et d'une grande rigueur. Il n'y aura pas de prix Nobel de littérature cette année. L'annonce a été faite aujourd'hui à Stockholm par l'Académie suédoise. L'institution est fragilisée depuis plusieurs mois suite à des révélations sur des malversations financières et des agressions sexuelles. L'auteur britannique Kazuo Ishiguro n'aura donc pas de successeur cette année, mais l'Académie compte désigner l'année prochaine deux Nobel de littérature. Elle espère que d'ici là, le climat de confiance sera restauré après ces mois de polémique. La nature s'est déchaînée à Hawaï. Plus de 10 000 personnes ont quitté l'île après l'éruption du volcan Kilauea suite à une série de tremblements de terre. Plusieurs habitations sont menacées par les coulées de lave. Des centres d'urgence ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées. Le gouverneur de l'île a déclaré en tout cas l'état d'urgence afin de pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d'urgence de l'État liés aux catastrophes naturelles. Retour à l'actualité nationale et cap sur la province de Bni Mellal pour parler de la filière horticole. Plus de 400 hectares y sont consacrés. La filière permet à des centaines de personnes de développer des activités génératrices de revenus. Pour une meilleure récolte, les paysans s'activent en ces jours printaniers afin de finaliser leurs travaux de désherbage. Des roses de multiples couleurs et senteurs. Des fleurs qui font la notoriété de la région de Ouled Mbarkdey à Bni Mellal. Car ici, le sol est propice à la plantation de cette fleur de la famille des rosacées. La plante est cultivée avec le plus grand soin. Sur ce champ, on s'attelle avec beaucoup de délicatesse à la greffe des rosiers. Cette opération de greffe débute vers le mois de janvier et se poursuit jusqu'au mois de juin. On commence la plantation pendant le mois d'octobre pour la finir en mois de novembre. Nous commençons la taille des fleurs en mois de mars et avril. La deuxième phase est celle de l'arrosage goutte à goutte, de l'application des engrais, mais aussi de la pulvérisation de pesticides. Ces rosiers offrent une floraison abondante et des fleurs fraîches et bien pleines, autrement dit, de haute qualité. De quoi satisfaire une demande croissante. Ces rosiers répondent à une grande demande et satisfont le marché national et extérieur. La plantation de ces fleurs couvre une superficie d'à peu près 270 hectares. La plantation de rosiers dans la région de Ouled Mbarkdey a de beaux jours devant elle. Ce projet promet de s'élargir et d'offrir davantage d'opportunités d'emploi aux habitants de la région. À présent, cette campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité et à la cyberconfiance au titre de l'année 2018-2022. Elle a été lancée hier à Rabat. La campagne est initiée par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique et en partenariat avec plusieurs établissements publics et privés et des acteurs de la société civile. Il s'agit de sensibiliser les personnes ciblées à travers des guides et des ateliers de formation notamment. Et justement, gros plan sur les objets connectés, smartphones, ordinateurs, tablettes. Ces objets envahissent notre quotidien depuis plusieurs années. Ils ont plusieurs avantages certes, mais gare à la dépendance et au piètre usage, notamment chez les enfants et les jeunes. C'est un reportage d'Iman Belmarid sur un récit de Mohamed Aïtchgar. Regardez. 67% des Marocains sont équipés en smartphone. Un taux important qui reflète une autre réalité, le revers de la médaille en termes d'impact de l'usage abusif ou du mauvais usage des objets connectés.
Je suis connecté toute la nuit. Je consulte mes messages dès le réveil, lors des pauses déjeuner et même entre les cours. Mes centres d'intérêt ont changé avec le smartphone. Je suis de plus en plus seul. Je passe de moins en moins de temps avec la famille. L'usage du téléphone génère le manque de concentration. La majorité des usagers se focalisent sur le téléphone et délaissent leurs entourages. L'accès et l'abus en matière d'usage des objets connectés mènent généralement à des cas d'addiction. Un fait que la plupart des usagers n'admettent guère, surtout les adolescents. Jamais directement un enfant ou un adolescent ou une personne jeune ou un patient n'est venu pour se dénoncer dans une pratique excessive de l'usage d'un objet connecté. Et les symptômes de l'addiction aux objets connectés commencent déjà à être définis. Nombreux sont les patients ou les familles de patients qui consultent pour des troubles d'attention chez leur enfant, des troubles de la mémoire, des troubles de sommeil, des états anxieux, l'hypocondrie par exemple. Smartphones et autres gadgets connectés, ils représentent aujourd'hui un véritable phénomène de société avec des avantages, certes, mais également beaucoup d'impacts psychologiques soupçonnés sur les générations montantes. Page culture à présent, je vous propose d'abord une immersion dans le bel univers de l'artiste peintre Amina Eid Abdallah. Autodidacte et passionnée, Amina a su trouver un style qui lui est propre. Ses œuvres sont actuellement exposées à la galerie Nadira de Rabat. Elles sont d'une beauté inédite. Elles expriment le ressenti de l'artiste et notamment ses aspirations. Zakaria Moukimbillah a assisté à ce vernissage. Regardez. Des compositions picturales pleines de joie et de vivacité. Les œuvres d'Amina Eid Abdallah dévoilent des paysages multicolores et donnent l'impression d'une parfaite synchronisation. L'artiste représente plusieurs sujets et laisse libre cours à son inspiration pour sublimer sa passion pour la peinture. La peinture est un moyen pour exprimer mes pensées et mon ressenti. Chaque tableau a une valeur. Je peins ce que je vois dans la vie de tous les jours et les relations sociales afin de transmettre des idées. Dans ces tableaux, l'artiste traite plusieurs questions sociales. Amina Eid Abdallah essaie de décrire différents phénomènes et transmettre ses pensées et ses réflexions. Elle travaille dans un style abstrait tout en représentant des figures et des personnages expressifs. C'est une artiste peintre autodidacte. Ses œuvres reflètent de la spontanéité. Son travail s'est développé ces dernières années, car l'artiste est passé par plusieurs phases pour arriver à maîtriser le mélange des couleurs. C'est un bel exemple de la contribution de la femme marocaine aux arts plastiques. L'artiste consacre sa vie à l'art. Elle a déjà participé à des expositions collectives. Ce travail artistique est de qualité. Originaire du village d'Arbalou dans la région d'Amzmez, Amina Eid Abdallah est une artiste autodidacte. Elle cultive sa passion pour les arts plastiques. Ses tableaux sont aussi porteurs de valeurs de justice et d'égalité. Et avant de refermer ce journal, zoom sur ce bel événement 100% africain lancé hier à Casablanca. Il s'agit de l'African Fashion Talents, une occasion pour les jeunes créateurs du continent de rencontrer le public marocain et de promouvoir surtout leur création. Vous allez le voir dans ce reportage, l'Afrique a sa mode à dire. Sarah Katir. African Fashion Talents. Une manifestation inédite qui vise à faire de Casablanca la capitale de la mode africaine. Dédié à la mode, cet événement qui s'étale sur 4 jours vise à mettre sous les feux de la rampe tout le potentiel du continent et la créativité de ses talents. C'est vraiment pour mettre en avant ces jeunes talents africains qui rencontrent des difficultés à travers leur aventure, leur création, leur marque et qui ont besoin de cet événement pour pouvoir promouvoir leur création, se mettre en avant et nous raconter leurs difficultés. Au programme de l'événement, défilés, tables rondes et rencontres d'échange avec les professionnels du secteur. En somme, tout ce qui pourrait contribuer au rayonnement des talents Made in Africa. Notamment le prêt-à-porter. Donc nous, en tant que jury, on va découvrir des projets
Et le but de ce projet, c'est de partager, c'est de mettre en avant des jeunes. Et c'est aussi, à travers des panels, mettre en éclairage quelles sont les difficultés, quels sont les besoins, comment on peut accompagner ces jeunes dans leur évolution. Nous, en tant que designers, l'idée c'est de former un consortium parce que c'est ensemble qu'on peut bâtir une Afrique forte. Et tout le monde sait que l'avenir maintenant, c'est l'Afrique. Donc tous ces talents d'Afrique doivent marcher main dans la main. L'African Fashion Talent, c'est aussi l'occasion de lancer la réflexion sur l'indépendance financière des jeunes créateurs, vu l'enjeu majeur de cet aspect pour la survie et la continuité de leur travail dans un marché concurrentiel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara-Isia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.